Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je suis particulièrement heureuse de modérer, je crois, pour la 3e année consécutive, ce cycle de 4 rencontres organisées par le groupe Cardam dans le cycle Espace de travail. Le thème et le fil rouge, qui est très ambitieux mais aussi très sérieux, c'est qualité de vie, nouvelle opportunité. Alors, gardez bien en tête cette thématique parce que, comme je l'ai dit, c'est un fil rouge qui va revenir tout au long de ce CIMI au travers de plusieurs conférences. Alors, ce cycle est particulièrement et principalement, mais pas exclusivement, inspiré des travaux du Club Cardam, qui réunit sous la houlette de Marc Berthier une quarantaine de professionnels de l'immobilier et du workspace pour construire ensemble et avec leur écosystème une nouvelle vision de l'expérience des lieux de travail au-delà de ce qu'on connaît, au-delà des frontières actuelles. Alors, ce club vient également d'accoucher, comme chaque année, d'un livre-plan en 2 tomes. J'ai promis à Marc que j'en dirai 2 mots. Vous pourrez le retrouver au travers d'un QR code. Je ne sais pas où il se situe, mais à la fin. Voilà. Alors, au-delà d'un cycle de conférences, c'est un voyage que je vous propose. Un voyage au cœur de nos espaces de travail, un voyage qui questionne le pourquoi, le comment et le pourquoi faire, et un voyage qui va se structurer, vous allez le comprendre assez vite, en 4 étapes clés, en 4 stops, qui sont autant de conférences. Le premier stop, c'est celui-là, c'est celui de ce matin, où vous nous avez fait le plaisir d'être présents. Ça questionne le bureau présentiviste. Alors oui, c'est un terme un peu étrange, en tout cas de ma fenêtre, oui. Et qui questionne le pourquoi venir au bureau. On va le voir ensemble. La 2e et la 3e étape de ce voyage seront consacrées à l'intensification et à la densification des usages. Comment ? C'est le comment, rendre nos bureaux désirables et souhaitables. Et puis la 4e conférence qui ne fait pas partie du cycle espace de travail, mais plutôt du cycle technologie, mais qui quand même est très connectée à tout ce qu'on va se raconter pendant ces 2 jours, autour de la maîtrise de la data, avec la question sous-jacente que tout le monde se pose, comment améliorer le service à l'occupant. Alors ce voyage, ce cycle, ces 4 conférences promettent d'être une plateforme d'échange enrichissante pour réinventer la qualité de vie au bureau. Et donc, je vous propose de revenir cet après-midi et aussi demain pour écouter la suite, parce que vous l'avez compris, c'est un peu comme une série, en fait. Il faut être là à toutes les étapes et à toutes les saisons. Alors, commençons sans attendre le premier stop, la première étape de notre voyage au cœur des espaces de travail, avec cette conférence sur le bureau présentiviste, qualité de l'expérience collaborateur. Petite introduction pour un peu planter le décor, mais on y reviendra avec chacun vos expériences après vos présentations. Cette approche à rebours des réflexions solutionnistes commence par questionner, je l'ai dit, le pourquoi. Pourquoi nous rendons-nous sur un lieu de travail aujourd'hui? Quels sont les facteurs qui motivent aujourd'hui à la venue? Ces questions, qui sont de bonnes questions, permettent de penser à un nouvel écosystème d'espace pour nos bureaux, nos chers bureaux, au service d'une nouvelle manière de venir et d'être au bureau, et puis que vous avez défini autour d'un concept nouveau, d'une nouvelle notion, en tout cas d'une nouvelle sémantique qui s'appelle le présentivisme. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente nos chaleureux intervenants. Pierre Flicoteau, vous êtes directeur adjoint de SNCF Conseil. Et voilà. Vous travaillez avec le groupe Cardam sur un projet de réaménagement de bureaux à Saint-Denis, je crois. Vous nous en direz un peu quels en sont les contours, quel était votre besoin, et puis quelles ont été les solutions que Cardam a pu vous proposer. De l'autre côté, vous retrouvez Jérôme Delpierre, que vous connaissez bien, qui est directeur de projet Workplace et Change au sein de Cardam. Dans chaque projet d'aménagement, vous êtes convaincu, vous voyez de véritables projets de transformation. L'expérience collaborateur guide votre approche et votre travail, et vous nous partagerez un peu de votre regard sur le futur de l'immeuble de bureau et de l'immobilier de bureau. Noala Goudjili, vous êtes très jeune, je suis désolée, je ne pensais pas que c'était vous. Donc voilà, vous êtes data scientist, vous allez nous apprendre ce que c'est l'IA dans l'immobilier. Vous êtes aujourd'hui doctorante au sein de Cardam Digital et vous travaillez plus particulièrement sur le caractère prédictif des comportements des utilisateurs, des collaborateurs. Dans un immeuble, par exemple, vous êtes capable de prédire très précisément la venue des collaborateurs à hauteur de 90 à 95%. Vous nous direz quels sont les ressorts de cette présence et comment ça fonctionne tout ça. Premier tour de table, très simple. Le bureau présentiviste, c'est quoi ? Pour moi, c'est pas. Je vous donne d'abord ma version, puis après, on écoutera les vôtres. Pour moi, c'est pas le présentéisme. Pour moi, la présence au bureau ne devrait pas être une contrainte. Le collaborateur devra avoir de bonnes raisons, de bonnes motivations pour se déplacer, pour rester.
et pour travailler efficacement au bureau, parce que c'est ça quand même l'enjeu, hein, c'est pas juste de faire de la présence. Alors avant de poursuivre, arrêtons-nous un peu sur ce thème de présentivisme. D'abord, est-ce qu'il existe? Quels en sont les contours et comment vous l'interprétez à vos échelles respectives? Jérôme, on va commencer par vous. Alors, je ne sais pas si on peut dire que vous revendiquez ce terme, en tout cas, vous l'utilisez. Ce terme, il en appelle à la qualité de la présence au bureau. Dites-en-nous un peu plus sur ce que vous mettez dedans, dans ce terme de bureau présentiviste. Alors, effectivement, le terme n'existe pas. C'est un terme qu'on a inventé. Pas la peine de le chercher dans le dico. Pas la peine de le chercher. Peut-être qu'il apparaîtra un jour. Et l'idée, effectivement, c'est de s'intéresser à pourquoi on vient au bureau plutôt que comment faire revenir. Et quand on tire cette ficelle, finalement, on est arrivé à une nouvelle idée de ce que pourrait être la présence au bureau, à savoir une présence qui serait motivée, choisie, engagée, un peu à l'inverse du présentéisme, où finalement, on est peut-être là physiquement au bureau, mais on n'est peut-être pas engagé dans sa présence. Donc toute l'idée du présentivisme, de cette peut-être philosophie, c'est bien d'être sur une présence engagée et qualitative. Et quand on s'interroge sur une présence engagée et motivée, on se pose aussi la question de pourquoi on vient et quelles sont les bonnes raisons de venir au bureau. Donc on a déterminé 4 bonnes raisons qui sont finalement imbriquées les unes avec les autres, mais dont une est potentiellement plus importante, qui est finalement la capacité à faire. Donc c'est la première bonne raison. C'est est-ce que lorsque je viens au bureau, je retrouve les conditions de travail pour effectuer mes tâches, et donc est-ce que j'ai cette capacité à agir et à faire lorsque je suis au bureau. C'est aussi une bonne raison pour ne pas venir d'ailleurs. Si je n'ai pas les bonnes conditions, potentiellement je peux faire le choix de rester chez moi par exemple. La deuxième raison qui s'imbrique avec la première, une fois qu'on a rempli la première condition, c'est l'organisation personnelle. Est-ce que ma vie pro s'imbrique bien avec ma vie personnelle? Est-ce que le choix de venir au bureau aujourd'hui colle avec mon agenda personnel? Une contrainte de garde d'enfants, un cours de sport entre midi et 2, etc. Et ça vient influencer finalement le choix de venir ou pas. La troisième raison, c'est l'incitation managériale. C'est lorsque le manager ou la direction invite les collaborateurs à venir travailler au bureau. Alors on se rend compte que ça a certaines limites. Les managers n'arrivent pas toujours à faire venir leurs équipes, et ce pour différentes raisons, notamment les 2 premières que j'ai évoquées. Et puis finalement, les managers sont aussi des collaborateurs comme les autres. Eux aussi, parfois, aiment travailler chez eux le vendredi ou le lundi. Donc on se rend compte qu'on a quand même une difficulté à inviter les collaborateurs à être présents à certains jours de la semaine. Et puis enfin, le dernier point qui vient un peu finalement en contradiction avec ce qu'on entend ou ce qu'on imagine finalement des raisons de venir au bureau, c'est l'organisation du travail. On entend souvent que finalement on viendrait au bureau pour tout ce qui concerne le travail collectif, collaboratif, et qu'on resterait plutôt chez soi pour le travail individuel. Et peut-être que vous le vivez, mais c'est assez difficile finalement de compartimenter toutes ces activités. Et en réalité, ce n'est pas tant l'organisation du travail qui va venir influencer la venue au bureau, puisqu'on a un mixte de toutes ces activités. Donc ces 4 facteurs peuvent influencer le choix de venir ou pas, et finalement vont définir si on a une bonne raison ou pas de venir au bureau. Et à partir de cette notion, on a imaginé finalement qu'il y aurait 2 formes de présence au bureau. Donc au-delà d'une présence, encore une fois, contrainte et non choisie. Une première qui serait une présence autogérée ou une venue libre. Donc moi, en tant que collaborateur, je choisis de venir au bureau car je vais y trouver les bonnes conditions, parce que j'ai une certaine liberté d'agir et de faire, et je vais retrouver pour ça des espaces assez privatifs, des bonnes conditions de travail qui vont me permettre donc d'effectuer mes tâches. Et la deuxième présence, c'est ce qu'on appelle la présence encouragée, où là, l'idée, c'est plutôt de se donner rendez-vous. Alors, ça peut être à l'initiative des managers, mais ça peut être aussi à l'initiative du collectif. Et là, on va choisir délibérément de se retrouver ensemble dans un espace qu'on a appelé le rendez-vous, que je présenterai après. Et l'idée, c'est de contribuer au collectif, au rite et aux différentes activités. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette entrée en matière. Alors, Pierre Flicoteau, 2 questions pour commencer. Présentez-nous d'abord un petit peu ce que représente SNCF Conseil, une filiale de SNCF. Et puis, comment interpréterez-vous à votre échelle ce terme de bureau présentiviste ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis le directeur général adjoint d'une petite filiale de SNCF, SNCF Conseil. On est un cabinet de conseil entièrement dédié à SNCF. On est 120 consultants quand même, et on est très fiers d'être le premier cabinet de conseil d'assez loin de toute SNCF.
On occupe à Saint-Denis un plateau, je serais tenté de dire classique, de 1500 mètres carrés. Et à l'occasion d'un renouvellement de bail, s'est posé la question du réaménagement de ce plateau. Et on s'est inscrit très vite dans la logique du bureau présentiviste. C'est-à-dire qu'on a cherché à travailler des raisons de faire venir les gens au bureau. Alors, pour témoigner de ces raisons pour venir au bureau, pour nous, on avait vécu le retour de la période Covid et avec un certain nombre de signaux qui nous avaient été envoyés. Et parmi les premiers signaux, j'ai besoin de revenir au bureau parce que chez moi c'est trop petit, parfois je suis mal équipé, parfois j'ai les enfants. Et donc venir au bureau, c'est d'abord trouver des bonnes conditions de travail, c'est d'abord trouver des choses que je ne trouve pas, des choses en plus de ce que j'ai chez moi. C'est bien sûr un minimum. Et puis à côté de ça, on a eu aussi, alors là pour les trois quarts, on n'en peut plus d'être tout seul derrière notre écran et on a besoin de voir des gens pour de vrai et d'avoir des occasions physiques de rencontres. Alors chez nos consultants, c'est d'abord à l'intérieur de l'équipe mission, puisque on est organisé par équipe mission qui réalise des missions. Donc c'est d'abord, j'ai besoin de voir mon manager, j'ai besoin de voir mes coéquipiers mission pour pouvoir m'organiser. Et puis ensuite, c'est plus généralement, j'ai besoin de voir les autres, les copains que j'ai pu avoir, les connaissances que j'ai pu développer à l'intérieur du cabinet, et puis de rencontrer, sentir les gens. Tout ça pour nous, côté direction, on l'a pris en compte. Et là-dessus, on s'est aussi appuyé sur la notion d'intelligence collective. C'est-à-dire que pour nous, ces rencontres entre les gens sont particulièrement importantes pour favoriser les échanges informels et la construction d'expériences croisées entre les différentes équipes missions de consulting. Donc si je reprends la présence, on est à la fois dans une présence encouragée, c'est-à-dire qu'on a une charte de télétravail qui fonctionne avec une obligation de présentiel majoritaire. Donc vous avez le droit de faire du télétravail, mais vous devez être présent. Et on a des managers sur mission qui entendent prendre le lead sur la manière dont l'équipe se réunit. Et puis en même temps, une présence autogérée. C'est-à-dire que les consultants disent j'ai besoin de passer. Alors on l'a vu, parce que chez moi, c'est pas possible de télétravailler, ou parce que j'ai un rendez-vous client à proximité dans Saint-Denis. Sur Saint-Denis, SNCF a quand même 6 bâtiments, donc tous nos clients sont autour de nous. Donc j'ai un rendez-vous client, j'ai 2 heures, entre deux, je viens au bureau comme base de vie, ou alors je viens juste au bureau parce que j'ai besoin de croiser des gens. Voilà en quelques mots. Votre interprétation du bureau présentiviste, on voit que ce n'est pas juste un besoin, mais aussi il y a une volonté aussi d'engager la qualité d'expérience collaborateur, comme on aime bien le préciser. Alors nous, à Gujili, je l'ai dit, vous êtes data scientist. De votre fenêtre de spécialiste de l'intelligence artificielle, est-ce que le terme de bureau présentiviste, ça revêt une signification particulière et comment vous l'envisagez ? Alors aujourd'hui, lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, on pense souvent à tout ce qui est intelligence générative, tout ce qui est avec l'évolution justement des différents systèmes et des différents assistants virtuels. Alors qu'en réalité, l'IA va bien au-delà de ça. Juste avec l'évolution, et on pense que cette intelligence est assez récente justement avec l'évolution de ces assistants, alors que l'IA existe depuis très longtemps. J'ai appris ça lors d'une conférence il n'y a pas très longtemps, en fait, que l'IA existait depuis très longtemps. Il y avait déjà une histoire. Tout à fait. Et depuis les années 40, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est derrière l'IA, c'est des maths, des stats et aussi des probas qui existent depuis très longtemps. On aura beaucoup de mal à me former alors. Et donc, plusieurs branches, justement, derrière cette intelligence artificielle, englobent plusieurs techniques et qui sont essentielles dans l'environnement de travail et dans le contexte des bâtiments intelligents.
Donc, parmi certaines branches de cette intelligence, on retrouve du machine learning ou ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique. Alors, cet apprentissage automatique, ce qu'il permet de faire, c'est d'apprendre à partir des données d'entrée, à partir des données historiques, des modèles ou des tendances. Ensuite, une autre branche clé de cette intelligence, c'est ce qu'on appelle du deep learning, alors de l'apprentissage profond. C'est des systèmes un peu plus complexes et qui sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Et donc, toute cette branche et ces différentes technologies permettent de détecter des tendances et des modèles, et surtout pour anticiper cette venue dans les environnements travail pour une optimisation et une gestion efficace des espaces et des ressources. Donc, pour moi, l'IA, c'est beaucoup plus qu'un simple algorithme, mais c'est plutôt un outil de décision qui permet d'apprendre à partir des différentes données qu'on peut avoir dans le bâtiment et de toutes les données collectées, de pouvoir identifier et d'analyser ces différentes tendances et ces différents modèles pour une gestion efficace des différents espaces dans le bâtiment. Merci Noala. Alors on a planté le décor avec cette définition, avec vos regards respectifs de ce qu'est pouvait être le bureau présentiviste, dont je rappelle que le terme n'existe pas. Passons maintenant peut-être à ces grands principes. Venir au bureau, c'est avant tout pour travailler, vous l'avez rappelé. C'est aussi et de plus en plus pour bénéficier d'interactions sociales de qualité, pour accéder à des infrastructures et à des services de qualité. Et puis, avec en point d'orgue, ce qu'on pourrait appeler un peu une nouvelle quête, qui est celle de l'engagement collaboratif. Alors, face à cette nouvelle, entre guillemets, ou entre parenthèses, je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas, grande aspiration, comment les espaces de travail peuvent-ils répondre? On parle beaucoup de frugalité, de flexibilité, d'intensité. On va y revenir aussi cet après-midi, de durabilité, tout ça qui constitue cet engagement collaboratif. Tout ça, c'est des injonctions, parfois des incantations, parfois un peu contradictoires. Comment elles se traduisent, elles se conjuguent dans l'espace de travail? Et puis finalement, est-ce qu'on ne demande pas beaucoup de choses à nos bureaux? Et est-ce sérieux de tant exiger? Jérôme. Alors justement, je veux bien prendre l'exemple des SNCF, puisqu'on est sur un cas où eh bien justement, on a un certain nombre de problématiques ou de challenges à relever. Le premier étant, comme le soulignait Pierre, eh bien déjà de s'adapter aux évolutions des modes de travail, notamment le travail hybride. Donc, par exemple, dans notre cas, c'était créer plus d'espaces collaboratifs et en même temps en assurant le mode de travail particulier aux consultants, qui est un mode mission finalement, avec des petits groupes de travail qui se retrouvent régulièrement au bureau. Le deuxième point, c'était d'assurer, voire d'améliorer la QVT, la convivialité, vraiment retrouver finalement le côté presque espace de vie plus que espace de travail au sein des bureaux. Et puis le troisième point, c'était aussi de s'aligner sur les engagements RSE des SNCF Conseil, donc d'embarquer aussi un certain nombre de challenges, de contraintes qu'on s'est imposées, comme la réutilisation du mobilier, essayer de faire le moins possible de travaux pour avoir un impact carbone réduit. Et donc le projet, la manière dont il s'est réalisé, on l'a fait en co-construction avec des ambassadeurs, des managers et un groupe RSE. Et finalement, on est reparti presque à 80% des aménagements existants pour totalement réimaginer l'expérience de travail au bureau. Donc en fait, finalement, on va retrouver des espaces qui sont majoritairement cloisonnés, à l'inverse de ce qu'on peut voir actuellement dans les environnements de travail, puisque tous ces espaces cloisonnés, donc ce sont des bureaux de 4, 6, 8 personnes, vont finalement inviter les collaborateurs à se donner rendez-vous au bureau. Donc plutôt que de venir s'installer sur un poste de travail de manière assez classique, je vais choisir un lieu où je vais me retrouver avec mon équipe mission. Et donc de manière délibérée, volontaire, on va choisir de se retrouver à un certain moment pour partager une journée, un moment de travail ensemble et faire à la fois notre réunion d'équipe, de la coprésence du travail informel, etc., etc. Et en même temps, si vous regardez sur la droite les zones un peu rougeâtres, on a deux petites zones d'open space ou des zones ouvertes qui répondent finalement à notre notion de présence autogérée ou libre, où les collaborateurs, quand ils décident de venir pour une journée ou quelques heures, ils peuvent s'installer dans ces espaces et ils vont retrouver des positions plutôt semi-fermées, plutôt un peu confortables, un peu alcôve, pour pouvoir aussi faire du travail individuel. Et toute l'idée derrière, en fait, c'est de permettre à travers ces espaces d'imaginer tout un tas de scénarios, de nouvelles possibilités de travail, en permettant par exemple aux équipes mission de se mélanger
entre différentes équipes pour créer de la transversalité. Donc 2 équipes peuvent se dire installons-nous aujourd'hui dans un bureau de 8 et travaillons ensemble toute cette journée. À l'inverse, de manière plus individuelle, si on aime bien travailler avec un autre collègue, installons-nous dans un des open space parce qu'on aime bien se retrouver, travailler ensemble et peut-être passons ce vendredi où il y a moins de gens au bureau au sein dans un même espace. Et même pour les managers, c'est une nouvelle opportunité de se dire par exemple, on va se retrouver entre managers une matinée parce qu'on a besoin aussi d'échanger. On n'a pas l'occasion de se croiser, de travailler ensemble. Donc retrouvons des espaces dans lesquels on peut retrouver de la privacité, de l'intimité et dans lesquels on va pouvoir travailler ensemble. Donc finalement, tous ces espaces, donc les verts qui sont des espaces fermés, les rouges plutôt ouverts, en fait, offrent un certain nombre de possibilités, tout en restant en fait dans un environnement de travail déjà existant. En fait, toutes les cloisons existent déjà, ces bureaux fermés existent déjà, mais pourtant on arrive à réinventer tout un mode de travail, toute une façon d'imaginer les pratiques à travers cet environnement de travail. C'est une mission qui est encore en cours ou qui a été achevée? Oui, Pierre. On est en cours, on va démarrer les travaux. D'accord. Tout on est au début du chemin. Tout au début. Qu'est-ce qui vous a convaincu un peu dans cette proposition de valeur? Est-ce que c'était très disruptif par rapport avant, après? Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans cette proposition d'aménagement qui favorise la notion de bureau présentiviste et l'engagement des collaborateurs? Alors, on est arrivé sur ce plan-là en collaboration avec Cardam parce que ça répondait à nos besoins. Et en tout premier lieu, Jérôme l'a cité, l'adaptation du lieu de travail au travail hybride. Le premier point que nous ont dit les consultants, je le fais très court et très, très rapide, on en a marre de prendre nos appels Teams au milieu du bureau. Avec les autres, donc nos oreillettes dans les oreilles, et on se sent bien qu'on perturbe le travail du reste de l'équipe. Donc, par pitié, trouvez-nous des espaces collaboratifs, des endroits où on peut s'isoler. C'est la grande réussite, la grande transformation du projet. On avait 9 zones de réunion où on pouvait s'isoler. On passe, après projet, à 22 zones. Donc on est 2 fois et demi plus d'espace. On pense que ça va être un vrai changement dans le quotidien. Deuxième élément, nos collaborateurs nous ont dit on adore nos bureaux mission. On a notre bureau fermé, c'est top. On est notre petite mission entre nous. On a des murs sur lesquels on peut écrire. Du coup, on s'écrit plein de choses, plein de plannings, des trucs pas possibles. Et surtout, gardez-nous nos bureaux fermés parce qu'on a besoin de ce lieu où on se retrouve juste notre mission entre nous. Ça a été le deuxième point. Et là, on voit que ça a été respecté. Et puis, après, troisième besoin, Jérôme ne l'a pas mentionné, mais vous voyez un carré vert clair là, sur la partie gauche. C'est l'endroit où prendre les repas. L'endroit où prendre les repas, ce qu'on appelle la salle convivialité, n'était pas en premier jour. Du coup, c'était une salle. Alors, c'était assez sympa. Il y avait de la déco, c'était couleur claire et tout. Mais néanmoins, on ne voyait pas la lumière du jour. Du coup, plusieurs remarques. OK, convivialité, c'est bien le nom, mais en fait, il n'y a pas vraiment de convivialité. Et ce n'est pas sympa pour aller prendre un café. Donc, dans le projet, vous voyez qu'elle a migré vers le bord, vers la façade. On l'a donc lumière du jour plus un véritable espace lounge pour faire un espace où on puisse rester et prendre les repas, bien sûr, mais y compris aussi se poser. J'ai envie de discuter avec toi, de prendre un café. Je peux venir là, dans cet endroit, où me poser. Vous avez raison, je vous interromps 2 secondes, vous avez raison de préciser que l'espace restauration, je ne sais pas comment on l'appelle, est devenu capital aujourd'hui dans les intérieurs de bureaux. C'est pas juste des intérieurs, c'est pas juste des endroits où on déjeune, où on prend un café, c'est multi-usage, quoi. Et c'est vrai que moi qui ai réceptionné à mon échelle un immeuble de bureau l'année dernière, il y a presque un an,
On a mis une attention particulière, notamment sur ces espaces de restauration, mais qui sont aussi des espaces de travail finalement. Et ça m'a un peu, moi, ça m'a surpris un petit peu. Restauration, c'est aussi, je me pose pour prendre un café. C'est ça. Donc, je vais juste faire cet aparté. Et ce que vous disiez aussi, ce qui est intéressant, et après je vous laisse continuer parce qu'on a le temps. Vous avez utilisé le mot de choisir. Ça veut dire aujourd'hui, les collaborateurs aussi peuvent choisir dans cette panoplie d'espaces qu'ils ont et qui correspondent à leurs besoins qui ont quand même changé par rapport aux grandes heures de l'open space qu'on a tous, sur lesquels on a tous écrit, qu'on a tous connu. Donc il y a quand même un changement. Le choix, ce soit intéressant. Alors, les parties open space, c'est super intéressant parce que les parties open space, en fait, on les a pas souhaitées en démarrage de projet. Mais Cardam nous a dit au bout d'un moment, écoutez, si vous voulez avoir plus d'espace de réunion, si vous voulez avoir votre salle convivialité en premier jour, va quand même falloir faire des arbitrages sur la surface et vous ne pouvez pas garder l'intégralité des bureaux fermés. Et du coup, on s'est lancé dans cette idée de proposer des bureaux en open space et un peu, en disant vrai, un peu sur la pointe des pieds, en disant mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'attendent les collaborateurs, puisqu'ils nous avaient dit bureau fermé par mission. Il s'est trouvé après coup que la plupart des collaborateurs ont acheté l'idée et ont en fait approfondi leur manière de venir au travail. Et certains, les plus nouveaux, ont dit mais en fait, on n'est jamais en permanence toute l'équipe mission ensemble. C'est-à-dire qu'on a des rendez-vous d'équipe mission, mais on a aussi des moments où on vient au bureau, je l'ai dit, parce que c'est pas possible de bosser chez soi, parce que j'ai un rendez-vous client et j'ai un trou dans ma journée, et donc voilà, et puis simplement parce que j'ai envie de venir. Et du coup, ces espaces sont apparus finalement, mais a posteriori, comme étant une opportunité. Et maintenant, plein de gens nous disent ça va être super, on va pouvoir effectivement avoir du choix entre on travaille de manière un peu traditionnelle en équipe mission, ou alors je me pose avec des gens avec qui je connais, avec qui j'ai des affinités dans d'autres endroits. Et puis dernier point, on a été très content de partager avec Cardam cette notion de frugalité qui était pour nous importante. Je ne vous refais pas le film, c'est quelque chose qui maintenant transperce tout le groupe SNCF. On se devait d'être exemplaire en termes de frugalité. On a minimisé les bougies de cloison dans cet aménagement. Vous n'avez pas beaucoup bougé, c'est ça, les cloisons? Ouais, on en a. Alors, Jérôme doit être plus fort que moi sur la proportion, hein, mais plus de 80% des cloisons restent en place et plus de 80% du mobilier réutilisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de racheter du mobilier. Alors, c'est important, j'ai dit, c'est une valeur qui est portée par SNCF. C'est aussi une valeur qui est portée par les plus jeunes à l'intérieur de notre cabinet. On a un groupe développement durable qui réunit un tiers de nos consultants. Un tiers de nos consultants nous ont dit on veut travailler dans votre groupe de travail interne développement durable parce que pour nous c'est important, parce que pour nous on veut travailler ce sujet-là. Voilà. Vous confirmez, Jérôme, que la frugalité, c'est vraiment une valeur clé aujourd'hui dans les aménagements des espaces de travail, de faire avec le fameux faire avec le déjà là? Alors oui, déjà parce que c'est une demande des collaborateurs. Et dans ce cadre, elle a été effectivement très très forte dès le début du projet. Ça faisait vraiment partie du cadre qui nous a été donné. Et puis, de manière plus globale, je pense qu'on a de forts challenges en termes de transformation des espaces, si on fait le lien avec le climat et bien sûr tout ce qu'on connaît, et on le développe dans les conférences suivantes. Donc oui, s'interroger sur comment on réaménage les espaces de travail en limitant au maximum l'impact carbone, les travaux, mais tout en réimaginant quand même comment on peut y travailler, comment on peut créer une nouvelle expérience. Je pense que c'est l'un des challenges qu'on doit relever dans les années qui arrivent, et c'est ce qu'on expérimente aujourd'hui avec SNCF. Et dans vos autres missions, c'est quelque chose que vous préconisez très souvent, la frugalité également, ça devient une des valeurs clés, je le disais, de l'aménagement de l'espace, ou c'est que à la demande des entreprises et des collaborateurs? Ça vient des deux côtés. Quand ça vient de l'entreprise, donc bien sûr c'est plus naturel. Quand c'est pas forcément une idée qui émerge naturellement, nous on le pousse, et dans toutes nos démarches, que ce soit des propositions d'aménagement, de mobilier,
on intègre tout de suite cette question, on aime bien la poser assez rapidement parce que ça peut aussi amener d'autres orientations à un projet, une autre manière de le percevoir et même, encore une fois dans ce projet, des propositions assez intéressantes en se disant on ne repart pas de zéro, on ne détruit pas tout et pourtant on réinvente, on répond aux besoins des collaborateurs. Alors, Noëlla, vous avez beaucoup travaillé au sein de Cardam Digital sur la gestion flexible de l'espace de travail grâce à un modèle d'IA. Dans concert, dans cette mission, par exemple, est-ce que d'abord c'est important de prévoir la présence des collaborateurs sur place? On s'en fout. Comment on peut et comment on prévoit la présence des collaborateurs et c'est surtout pourquoi faire au final? Ça sert à quoi? Alors oui, on peut prévoir les venues des collaborateurs dans leur environnement de travail. Ce n'est seulement possible, mais c'est devenu essentiel. Alors, on peut prédire les venues des collaborateurs aujourd'hui avec une précision allant jusqu'à 90% sur 30 jours. Et super, parce que moi, dans mes bureaux, je ne sais jamais qui vient, n'importe quel jour. Donc, c'est très génial. Et je passe ma vie à chercher les gens, en fait, dans les bureaux. Et donc, pourquoi cette anticipation est-elle si importante? Et bien, pour la simple raison et pour un objectif principal, c'est d'optimiser justement cette gestion flexible des différents espaces. Et donc, savoir quand et combien de personnes seront présentes sur site et dans les différents espaces, ça permet de mieux allouer ces différents espaces et de réduire les coûts justement associés. Et en parlant aussi de tout ce qui est efficacité énergétique, ça permet de réduire la consommation énergétique en adaptant cette ressource par rapport aux différents besoins et par rapport aux différentes occupations des différents espaces de travail. On peut parler aussi de tout ce qui est reconfiguration dynamique et spatiale des différents espaces par rapport à ces résultats et par rapport à ces prédictions des venues. On peut avoir de l'adaptation aussi des différents services associés, comme des services de restauration, qui permet aux entreprises de prévoir et de préparer les plats par rapport aux différents résultats et par rapport aux différentes occupations des environnements de travail, et ensuite qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire et de prévoir les approvisionnements derrière. Et en parlant toujours sur la flexibilité, et on a parlé tout à l'heure sur la qualité de vie au travail, afin d'offrir un environnement plus flexible et plus agréable aux collaborateurs, ça permet d'avoir des bureaux et des espaces disponibles, des salles de réunion qui sont aussi libres par rapport à ces prédictions et qui permet d'offrir un environnement de travail plus agréable à ses collaborateurs et d'avoir une qualité de vie au travail meilleure par rapport à ces différentes disponibilités et par rapport à ces différentes prédictions. Pierre, c'est important pour vous de savoir, de connaître un peu le comportement justement de vos collaborateurs, leur présence notamment? Oui, tout à fait, puisque on a été obligé d'aller vers une réduction modérée des postes de travail et on a pu aller vers ça avec une exploitation des résultats de fréquentation de notre site. Alors on ne sait pas, Noëlla n'était pas avec nous, on ne s'est pas lancé dans du data scientist, mais on est à une échelle très petite et on a pu voir qu'on pouvait réduire sans souci, sans difficulté, le nombre de postes présents pour pouvoir avoir là aussi le développement des espaces collaboratifs, etc. et tous les bénéfices qu'on attendait du projet. Et en termes d'engagement justement des collaborateurs, vous les avez associés à cette démarche de transformation. Alors, vous avez dit en début de propos qu'ils avaient donné leur avis, qu'il y avait eu une sorte d'audit ou de consultation des collaborateurs? De consultation très large. On s'est attaché tout au long du projet à revenir vers les collaborateurs. Et on en est rendu à un point où maintenant on a créé des attentes et maintenant où on a des impatiences en disant mais quand est-ce que vous démarrez les travaux, quand est-ce qu'on a les nouveaux espaces?
C'est bon signe parce que la nature n'aimant pas le changement, si on vous le réclame, c'est que c'est plutôt dans le bon sens. Alors on a parlé du bureau présentiviste, savoir ce que c'était, qu'ESACO. On a parlé des grands principes. Aujourd'hui, enfin maintenant, je pense qu'on peut aborder les objectifs du bureau présentiviste. On a dit qu'il visait à réconcilier la flexibilité du travail moderne avec l'engagement et le bien-être des collaborateurs. Je pense que c'est vraiment notre époque aussi qui est inscrite dans cette nouvelle quête. Ça reviendrait à la fois à transformer les bureaux en lieux attractifs et performants, on l'a vu tout à l'heure, Jérôme. Ça revient également à redéfinir le rôle des espaces de travail dans la vie des employés en créant des environnements stimulants. Donc vous aviez, reconfiguré ces espaces en 3 familles, on les a vus. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté dans d'autres projets? Est-ce que c'est vraiment une solution parmi d'autres ou est-ce que c'est la solution, ces 3 familles d'espaces? Alors, c'est une solution qu'on imagine dans une vision un peu prospective du bureau. Et c'est surtout une proposition qui vient après ce qu'on fait actuellement dans nos aménagements, donc savoir l'environnement dynamique, le flex office. C'est finalement une proposition de réponse aux problématiques qu'on rencontre actuellement, puisqu'on voit bien que finalement, malgré toute notre bonne volonté, nos propositions, il y a un certain nombre de limites dans ce qu'on est capable de faire et de proposer en termes d'environnement de travail. Donc, le bureau présentiviste, finalement, propose de repenser comment on imagine l'aménagement de nos espaces et surtout en travaillant sur l'équilibre entre espace ouvert et espace fermé. C'est un peu ce qu'on a vu avec le projet SNCF. L'idée derrière, c'est finalement de donner plus de place à des lieux dans lesquels on va se retrouver, dans lesquels on va créer plus de privacité, plus d'intimité, pour que justement le collectif et les individus passent des moments de travail qualitatifs et surtout qu'ils puissent trouver les conditions qui répondent à leurs attentes actuelles. Donc effectivement, on a 3 familles d'espaces que je vais vous présenter rapidement. Donc des espaces qu'on appelle multi-usages pour la venue libre. Donc ce sont des espaces qui permettent aux collaborateurs de venir quand ils le souhaitent, quand ils le désirent, quand ils en ont envie, et surtout des espaces dans lesquels ils retrouvent des conditions adaptées. Donc on imagine plutôt des zones un peu semi-ouvertes qui sont composées d'alcôves, de bulles, de zones un peu privatives qui permettent de donner du confort et de la qualité à la position de travail. Ensuite, on a des lieux de rendez-vous qui sont plutôt dédiés au collectif. Donc, c'est un peu à l'instar des bureaux fermés de SNCF. Ce sont des lieux dans lesquels on va choisir ensemble, ou à l'incitation du manager, de se retrouver pour passer un moment ensemble. Et pareil, je vais vous le détailler un petit peu ensuite. Et on a les lieux de rassemblement. Ce sont finalement des lieux qui vont entourer la présence. Donc là, on pense aux espaces supports, on pense à la restauration, aux espaces collectifs, on pense aux espaces informels. Et je vous interromps 2 secondes. Pour recevoir les clients, c'est quoi les lieux de rendez-vous? Ça peut être les lieux de rendez-vous, puisque ce sont des lieux qui sont pensés pour être multi-usages. Il y a 3 ingrédients finalement du bureau présentiviste. Le premier étant de trouver des bonnes places. Et là, on l'illustre justement avec un fameux lieu de rendez-vous. Donc un lieu de rendez-vous, c'est quoi? C'est finalement un espace presque événementiel dans lequel on va se retrouver en équipe, donc plutôt à la maille opérationnelle, et dans lequel finalement on va passer la journée, voire plusieurs jours ensemble. Donc dans cet espace, on va retrouver des positions de travail qualitatives, donc plutôt des positions ergonomiques avec un écran externe, etc. On va retrouver des zones pour faire ces réunions d'équipe, ou des animations, des stand-up meetings, etc. Mais aussi des espaces pour s'isoler, pour travailler seul, pour se concentrer. Toute l'idée finalement, c'est de se dire qu'au sein d'un même espace, on va pouvoir y faire différentes activités, que ce soit des activités collectives, des activités individuelles, et que ce lieu multi-usage est finalement le lieu où se passe la vie d'équipe. Donc, à l'inverse, par exemple, de l'activity based working, où on se déplace de lieu en lieu pour trouver un espace adapté à son usage, là, c'est l'espace qui s'adapte aux différentes activités et aux différents besoins. Et tout l'enjeu, c'est de proposer un espace dans lequel l'équipe va finalement passer différents moments, avoir de la coprésence, avoir des temps d'échange, parfois des temps de travail individuel à d'autres moments, mais vraiment avoir cette idée de coprésence. Le deuxième ingrédient, c'est de retrouver dans ce bureau présentiviste de bonnes ressources. Alors pourquoi de bonnes ressources? Parce qu'une des raisons pour lesquelles on vient aussi au bureau, c'est pour accéder à la reprographie, à une bibliothèque, à une matériothèque. Et l'idée, c'est de redonner de la valeur à ces espaces, recréer finalement des lieux dans lesquels on va se croiser, au niveau du collectif plus largement, mais dans lesquels on va prendre le temps d'échanger, on va pouvoir prendre le temps de discuter.
et finalement les réinvestir pour créer des vrais lieux de rencontre où les gens vont prendre le temps d'échanger, de parler. Et donc, c'est des espaces qu'on va retravailler avec des assises, avec peut-être une vitrophanie sur les parois pour recréer de l'intimité, de la privacité si on a besoin d'aborder des sujets particuliers, mais qu'on va finalement revaloriser par rapport à ce qu'on fait encore une fois actuellement. On a tendance plutôt à réduire au maximum ces espaces. Et puis enfin, le troisième ingrédient, ce sont ce qu'on a appelé les bonnes surprises. C'est finalement redonner la possibilité aux espaces de travail de redevenir des espaces de vie. Donc finalement, des lieux qu'on va se réapproprier, qu'on va peut-être parfois un peu transgresser, on va y célébrer, faire des petits événements entre équipes en interne. On va peut-être à nouveau recacher des bouteilles, des boissons dans les armoires pour que naturellement, finalement, l'équipe puisse créer des moments informels. Et là, on reprend l'exemple du lieu de rendez-vous où dans cet espace, il y a un espace café, informel, célébration. Donc l'équipe pourrait finalement, à la fin de sa journée, terminer par une célébration. Vous voulez nous garder au bureau hyper longtemps, en fait, c'est ça l'idée. Vous nous achetez, on veut rendre en fait, la présence plus qualitative. Vous achetez. Et donc ça peut se terminer par ces fameuses bonnes surprises. On veut redonner finalement cette liberté aux collaborateurs de se réapproprier leurs espaces et de retrouver un peu ce côté un peu transgressif qu'on avait peut-être il y a quelques années au niveau du bureau. Alors, Pierre Flicoteau, votre aménagement n'a pas encore abouti, n'est pas encore engagé, mais sur le papier, est-ce que vous diriez que les objectifs de ce réaménagement de vos bureaux dionysiens sont atteints ? Est-ce que vous êtes parfaitement en phase avec ce qui vous a été proposé ? Est-ce que vous avez encore des attentes ? Quelle pourrait être la prochaine étape aussi de ce plateau de bureau si on fait un petit peu d'immobilier bureau fiction? Alors, on a clairement une attente, hein. J'en ai parlé maintenant, c'est de démarrer les travaux, hein, c'est d'y aller. Voilà. Oui, on est très content du projet et encore une fois, je le disais, je le mesure au travers des attentes des collaborateurs. On avait récemment un groupe de nouveaux arrivants qui venaient nous parler, qui nous disait mais nous on attend beaucoup de l'aménagement et de la création des open space. À nous, nouveaux arrivants, vous nous imposez une règle qui est de rester le premier mois en présentiel pour favoriser l'intégration, créer les contacts au sein de l'équipe. Quand on est tout seul dans notre petit bureau fermé, c'est pas génial les contacts et avec le système d'open space, on est super preneur de nouvelles rencontres, de nouvelles manières de se voir. On a aussi interrogé les managers qui nous ont dit c'est très bien votre aménagement, nous on se fait fort d'être capable de réunir notre équipe, hein. Jérôme a pu bénéficier d'une de nos réunions managers, il peut en témoigner. Nous on se fait fort d'être capable de réunir notre équipe et puis effectivement on la réunira certaines fois, on donnera des rendez-vous. Puis à d'autres moments, chacun pourra vivre sa vie ailleurs dans le bureau. J'ai parlé des attentes sur la lumière du jour dans l'espace restauration. Beaucoup, actuellement, les gens l'utilisent moins. Et quand on prend un café avec quelqu'un, on descend dans une autre partie de l'immeuble où il y a une cafétéria à la lumière du jour, elle. Voilà. Beaucoup d'envie. Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est de voir des anciens du cabinet qui avaient passé qui ont plusieurs années d'expérience à l'intérieur du cabinet, donc très habitués au système de bureau fermé, eux aussi étant très en demande de j'ai aussi envie de voir d'autres personnes, donc aussi partant pour ce système d'open space. Donc beaucoup d'attentes et on est très content d'aller vers ça. Maintenant qu'ils vont apprendre qu'on peut faire des bits de boissons, ça va être parfait, ils vont être là tous les jours. Nouala, comment le digital peut aider à atteindre les objectifs du bureau présentiviste et quelles seraient là où les prochaines étapes? Et après, je reviendrai vers vous aussi, Pierre, sur les attentes que vous avez, vous, en matière de digital dans l'aménagement de vos espaces de travail. Est-ce que ça peut vous aider aussi à motiver vos collaborateurs à se sentir bien? On parle que plus de bien-être et de qualité de vie au travail, c'est formidable. Alors, le bureau présentiviste repose aussi sur une idée clé qui est d'adapter les espaces en fonction des besoins réels et en fonction des usages réels en temps réel. Donc,
à partir de ce digital et ces données qui jouent un rôle essentiel dans les environnements de travail, tout commence par la collecte de la data. Et donc, quand vous voyez dans ce schéma-là, on peut récupérer plusieurs types de données dans les environnements de travail. On peut avoir des données provenant des équipements techniques, des équipements IoT comme les capteurs, qui permet à partir de ces données de capteurs détecter cette présence et cette donnée d'entrée qui va alimenter derrière les modèles prédictifs. Ensuite, on peut avoir d'autres types de données sur la qualité de l'air, donc tout ce qui est taux, température, les niveaux de luminosité ou aussi des niveaux de CO2. Donc, toutes ces données permettent aussi d'analyser ces différents indicateurs sur l'environnement et sur la qualité de l'air. Ensuite, on peut avoir d'autres données sur des équipements plus techniques, sur tout ce qui est gestion technique du bâtiment, des données de la GTB. Et donc, toutes ces données permettent d'illustrer et permet d'identifier les différents indicateurs et les différentes statistiques qu'on peut montrer dans le bâtiment sur l'usage et sur l'utilisation globale du bâtiment. Ensuite, une fois cette donnée elle est collectée, vient la question de la fiabilité de ces données, qui est fondamentale et qui est très essentielle. Parce que l'intelligence, elle n'est pas dans la donnée en elle-même, mais plutôt dans son traitement et dans son interprétation. Et donc, à partir de toutes ces données collectées, il faut s'assurer de cette fiabilité. Si je reprends l'exemple des données de capteurs, il faut s'assurer de la fiabilité et d'ajuster régulièrement et de calibrer ces différents équipements afin de s'assurer d'avoir une donnée fiable. Après la collecte et la fiabilité de ces données, il y a le traitement et l'analyse de ces données-là qui permet d'alimenter, encore une fois, ces différents modèles de prédiction pour l'anticipation de l'occupation. Donc, je dirais le digital et la data jouent un rôle très essentiel pour cette gestion et pour cette prédiction et l'anticipation des venues qui permet d'avoir une gestion proactive et intelligente de l'espace. Oui, bien sûr, Jérôme. Juste pour compléter, en fait, ce qu'on imagine dans le bureau présentiviste, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais on ne parle plus de territoire d'équipe. Et c'est bien justement grâce à l'IA, puisque toute l'idée, c'est de se dire, si par exemple, on souhaite se retrouver mardi, on est 8, on a prévu de faire une réunion d'équipe, puis de travailler ensemble et faire une autre activité, en fait, le système d'IA peut nous diriger vers l'espace qui convient, vers ce fameux lieu de rendez-vous. Et donc l'idée, c'est plutôt finalement d'avoir un ensemble d'espaces, d'écosystèmes, de différentes configurations que l'IA pourra nous proposer en fonction de nos besoins et en prenant en compte, bien sûr, les fréquentations de venues. Elle sera capable de nous dire, par exemple, attention, mardi, vous souhaitiez venir à, je ne sais pas, 15. C'est un jour où il y a beaucoup de présence. Peut-être que vous pouvez venir mercredi et on peut vous proposer cet espace. Et ça, c'est le système qui le propose de manière dynamique. Et on est déjà capable de le faire aujourd'hui, puisqu'on a déjà des exemples de projets dans lesquels on met en place ce type de solution. Est-ce que c'est quelque chose, Pierre, qui vous a convaincu aussi, la dimension digitale de ce projet, le fait de pouvoir prévoir, prévenir la présence des collaborateurs et leur occupation? C'est important d'un point de vue économique, écologique, financier, immobilier? Alors, tout à fait. Mais on a pu fonctionner avec un système beaucoup plus simple puisqu'on était dans un espace relativement bien cerné et avec un nombre de collaborateurs qui n'était pas immense. On va avoir besoin du digital pour confirmer nos choix sur les systèmes de réservation des différents espaces. En fait, à date, on va démarrer le projet avec de la réservation uniquement sur nos salles de réunion. Donc, pas de réservation sur les petites bulles qui permettent de prendre des appels Teams, pas de réservation sur les postes de travail qui ont un peu diminué, mais de manière modérée. Ça viendra après, ces systèmes de réservation, ou pour l'instant, c'est pour l'instant, on fait le choix, on fait le pari de démarrer comme ça, et on fait le pari, au vu des fréquentations passées, que ça devrait tenir et qu'on n'en a pas besoin. Naturellement, il y aura le retour d'expérience. Si on se retrouve avec 100% de l'effectif présent à une journée,
faudra qu'on se repose des Et questions. une autre journée, peut-être le vendredi, où il y a même des entreprises qui, paraît-il, ont décidé de fermer leur bureau. Ouais, alors c'est pas le cas. Nous, on a mis toutes les réunions de comité de direction et mensuelles le vendredi. Bravo. Du coup, on a des journées, des vraies bonnes journées le vendredi. Nos clients souhaitent pas nous voir, curieusement, le vendredi dans leurs locaux. Hein. Donc, c'est le pari qu'on fait pour le démarrage du projet. Si ce pari est manqué, c'est-à-dire si on a des conflits dans l'utilisation de l'espace, il faudra qu'on approfondisse nos données de fréquentation et exactement dans l'esprit que présente Noalia pour pouvoir orienter l'avenue des collaborateurs. Est-ce qu'on peut imaginer, Jérôme, Noalia, Pierre, jusqu'où l'IA pourrait aller en termes, alors pas que de la prédiction de venue des collaborateurs, mais qu'est-ce que pourrait gérer l'IA d'autres dans des espaces de travail? Il faut garder un peu de spontanéité quand même. Enfin, c'est ma conviction. Qu'est-ce qu'on pourrait... où est-ce que l'IA, sur quel territoire l'IA pourrait-il désormais agir autre que la venue des collaborateurs? Alors aujourd'hui, la vision de l'IA dans le contexte des environnements de travail, c'est aller vers un bâtiment autonome. Et donc, qui permet d'ajuster justement ces différents paramètres d'une façon dynamique et d'une façon automatique par rapport à ses prévisions. Qui permet d'ajuster la climatisation, par exemple, en fonction des venues d'une façon automatique et d'une façon totalement autonome. Et on peut aussi avoir des modèles qui sont appliqués sur tout ce qui est consommation énergétique. Donc on peut prédire de la consommation énergétique d'un tel bâtiment qui permet de prendre des décisions derrière sur, par exemple, la fermeture d'un site le vendredi et d'arrêter derrière tout ce qui est système de CVC, chauffage, climatisation et ventilation. Donc je dirais plutôt c'est cette vision où l'IA va être beaucoup présente dans les environnements de travail, c'est d'avoir cette vision d'un bâtiment totalement autonome et automatisé. J'essaie de me projeter, ça fait bizarre quand même, non? Je souscris complètement et j'appuie ce que dit Noalia. Nous, nos principaux soucis, et une des pistes d'amélioration, ça concerne bien la CVC, le chauffage. Beaucoup de soucis lors des campagnes de sobriété énergétique de l'hiver dernier, il y a 2 hivers. Des collaborateurs qui nous font des reproches. Et là, pour le coup, on est en plein dans l'effet repoussoir. Hein. Je ne vais pas venir au bureau pour avoir froid, taper sur mon ordinateur avec des moufles et mon manteau. Je préfère rester chez moi. Hein. Et donc, la capacité qu'on aurait à mieux prévoir les venues, mieux organiser le chauffage sur le bâtiment pourrait être un axe d'amélioration qui nous intéresse. Ça, c'est juste. Alors, à moins que vous n'ayez d'autres choses à rajouter, on peut peut-être essayer de prendre des questions dans la salle. Vous avez des micros. Alors, là, évidemment, elle est partie. Mais si tu peux aller chercher les micros, Marc. Là, je crois qu'ils sont là. On dirait qu'on va chanter. Mais bon. Madame, merci de poser cette première question. Bonjour, Charlotte Lagrelle. Alors moi, je suis administrateur de biens et j'ai simplement une question. À partir de quelle taille de locaux ou d'équipes ça prend toute sa pertinence comme solution? Jérôme, est-ce que c'est pour toutes les entreprises ou est-ce que c'est pour une certaine catégorie d'entreprises? Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel il faut vous autoriser à réfléchir ou pas? Alors, a priori, non. C'est un concept qui est adaptable à tout type d'entreprise. Et toute l'idée, c'est justement d'être associé avec l'IA pour pouvoir contextualiser, rendre dynamique justement toute cette adaptation et toute cette proposition d'allocation d'espace ou non en fonction des besoins. Et justement, l'idée d'avoir des espaces multi-usages et sortir un peu de la logique d'attribution d'espace, de territoire d'équipe, c'est pour aussi permettre cette flexibilité et cette gestion dynamique. Donc ça pourrait être finalement adaptable à tout type d'espace et tout type d'entreprise. Est-ce que... Une autre question? Bonjour, Véronique Généré.
Je voulais savoir, monsieur, quand vous dites vos collaborateurs, effectivement, quand on parle d'open space, de prime abord, c'est crispation et pas forcément très bon accueil. Hein, la réticence du changement, on la connaît bien. En revanche, à quel moment ça a basculé? À quel moment ils ont été convaincus? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des ateliers? J'imagine qu'il y a une conduite du changement qui a été opérée. Voilà, je suis curieuse de savoir. Alors, clairement, un des points de révélation, ça a été un des nouveaux arrivants, un arrivant récent qui a dit, mais devant tout le monde, attendez, moi je vais vous décrire ma semaine. Et je vais vous décrire comment je vais utiliser ces nouveaux bureaux dans une semaine type. Et donc, le lundi, je vais venir pour ma réunion d'équipe. Voilà. C'était même pas un manager. Hein. Donc, à la demande de mon manager, je serai lundi en réunion d'équipe. Mardi, je suis chez le client. Donc, je passerai 1 heure. Et tant qu'à faire de passer 1 heure, je préfère être avec d'autres personnes. Du coup, je serai dans l'open space. Mercredi, au contraire, je vais avoir besoin de focuser sur une analyse, de préparer un dossier. Je vais me mettre dans un bureau fermé. Je ne vais pas me mettre dans l'open space, je vais me mettre dans un bureau fermé parce que je veux 0 distraction et je veux me concentrer. Et puis, jeudi, vendredi, je suis en fin de semaine. Mon copil avec le client sera passé. Je vais revenir pour profiter de l'ambiance collective du bureau. Et j'alternerai entre l'open space et tout ça. Il y a eu une prise de conscience à la fois chez les consultants, mais à la fois chez nous aussi, direction. On n'avait pas réalisé ça complètement, que la vie des missions, ce n'était pas 100% ensemble, qu'il y avait des moments collectifs qui étaient importants, mais aussi des moments en individuel. Et on a confirmé, grâce à ce témoignage, nos choix. On a affirmé, confirmé, consolidé nos choix, notamment grâce à ce témoignage. On a le temps pour encore, je pense, une dernière question. Oui, derrière toi, Marc. Bonjour, Marc-Alexandre Beck, La Poste Immobilier. Est-ce que le caractère évolutif en fait, de l'espace de travail a été pensé en se disant, comme vous le disiez, hein, il y aura peut-être à un moment donné besoin d'un retour d'expérience pour se dire est-ce qu'on a pris les bonnes données et est-ce qu'on a choisi le bon chemin par rapport à l'utilisation des surfaces? Est-ce que par rapport à ça, justement, les espaces ont été pensés pour, le cas échéant, pouvoir évoluer et le cas échéant aussi à un moindre coût aussi, pour faire en sorte de pouvoir s'adapter? Alors, je vais renvoyer vers le caractère frugal du projet. Comme on a bougé le moins de cloisons possible, c'est-à-dire que si on voulait lancer une deuxième phase, on pourrait déployer et déposer plus de cloisons. Et c'est en ce sens où on pourrait aller vers une évolution des espaces. Si les open space rencontrent un succès dingue et que c'est ça qu'il nous faut avant tout, ce sera très facile de déposer quelques cloisons supplémentaires et d'ouvrir un peu plus de bureaux. À l'inverse, si les open space sont une catastrophe, sont sous-utilisés, ce que personnellement je ne crois pas du tout, on pourrait, le cas échéant, revenir vers une situation antérieure et avec plus de bureaux fermés. Donc oui, on a de la flexibilité moyennant des compléments de travaux qui seront modestes ou en tout cas maîtrisés. On clôture ou quelqu'un a une dernière question? Clôture? Bon, en tout cas, nous sommes à votre disposition, enfin surtout vous, pour répondre aux questions complémentaires que vous auriez. N'oubliez pas de télécharger les livres blancs des conférences, le tome 1, le tome 2, grâce au QR code qui est ici. Les flyers, voilà, que Marc va vous diffuser bien évidemment. Et puis, merci beaucoup d'avoir assisté à cette première conférence de ce voyage donc, du cycle Espace de travail du groupe Cardam dans ce CIMI. Et puis, j'ai envie de vous dire rendez-vous à cet après-midi.